signe particulier. Voilà. Donc, ce webinaire va être animé par le pasteur Jean-Sébastien Ingrand, qui est chargé de mission pour la justice climatique de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'UEPAL. Et avant de lui donner la parole pour présenter nos conférenciers, nous accueillons Jean-Philippe Bard, qui est président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Jean-Philippe, c'est à toi. Oui, et bonsoir à tous et à toutes. Juste quelques mots peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas sur ce que représente cette commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Pour faire simple, je dirais que c'est un peu le la voix un peu du protestantisme pour ces questions écologie et climat. Elle a plutôt cette commission, je dirais, une fonction de veille. Quels sont les problèmes, les questions importantes qu'il faut signaler, qu'il faut traiter d'un point de vue bien sûr du protestantisme, aussi un relais d'information et aussi de proposition. Une autre fonction de je fais court hein, de cette commission, c'est je dirais une fonction entre guillemets politique, c'est-à-dire que tous les ans à peu près, nous préparons ce qu'on appelle des plaidoyers. Alors, un ou des plaidoyers, en général, soit œcuméniques, soit interreligieux. Et par exemple, en ce moment, dans le cadre du temps de la création d'une part et surtout de la COP 30 sur le climat qui aura lieu en novembre, deux plaidoyers interreligieux sont en préparation et nous y participons activement. Un à l'adresse, disons, des politiques et qui sera adressé au président de la République et qui doit sortir dans les jours qui viennent et un autre qui sortira à la fin du mois d'octobre, qui s'adressera ce qu'on appelle aux décideurs politiques, en fait aux grandes entreprises, pour stimuler, si je puis dire, et adresser leur question de responsabilité et d'action dans les circonstances actuelles. Voilà très rapidement ce que représente la Commission écologie et justice climatique. Je crois que Corinne, tu voulais que je dise quelques mots du temps de la création aussi? Oui, volontiers. Oui. Alors le temps de la création aussi très brièvement. C'est un mouvement œcuménique qui est assez ancien, en fait, qui avait été lancé en 1989 par l'Église orthodoxe et puis qui a été mis en place notamment par le Conseil œcuménique des Églises et qui maintenant regroupe toutes les Églises et je dirais le monde entier. Alors de, c'est un temps aussi de prise de conscience et de mobilisation du monde chrétien dans le monde entier, qui se déroule du 1er septembre au 4 octobre tous les ans. Et c'est un temps qui comporte plusieurs dimensions. Il y a des ressources liturgiques que l'on propose aux églises, un thème chaque année, et le thème actuel, c'est la paix, faire la paix avec la création. Un thème qui tombe bien compte tenu de toute cet environnement, je dirais, de géopolitique, de guerre également. Il y a un site internet du Temps pour la création où vous trouvez toutes les informations, des ressources liturgiques, homilétiques, euh, etc. Voilà, je crois ce que je pouvais dire rapidement sur ce temps de la création. Et justement, ce webinaire de ce soir s'inscrit dans ce temps de la création. La commission écologie participe activement de son côté à ce temps de la création, et notamment, par exemple, en ce moment, avec ce webinaire. Voilà. Merci Jean-Philippe. Eh bien, donc, on va donner la parole tout de suite à Jean-Sébastien pour l'animation de notre débat. Voilà. Merci Corinne, merci Jean-Philippe. Donc, voilà, je vais très rapidement donner la parole à Alain. Donc, nous avons deux intervenants ce soir, Alain et Otto, qui sont tous les deux scientifiques. Et donc, Alain va nous, voilà,
va nous dire ce qu'il pense de cette thématique du jardin artisan de paix avec un point d'interrogation. Donc, nous allons cheminer avec lui pour lui voir quels éléments voilà, comment ça l'inspire, cette question finalement. Alain Ferré est donc originaire de Reims. Il a fait des études en biologie et il est ingénieur en horticulture depuis 25 ans à peu près. Et depuis 20 ans, il est directeur technique de la station d'expérimentation Astrador, j'espère que je ne me trompe pas, à Angers, dont les travaux visent à définir des méthodes de production sans pesticides. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, Alain, qui est un entomologiste de terrain, comme il se définit lui-même, eh bien, Alain travaille voilà, sur la biologie en fait, des ravageurs et de leurs prédateurs, de leur interaction les uns avec les autres, les ravageurs et les prédateurs, et puis avec les plantes aussi. Et donc, Alain Ferré a mis au point plusieurs méthodes de production sans pesticides, puisque c'est son champ de recherche privilégié, en utilisant des plantes, et il appelle ça des plantes de service, c'est-à-dire des plantes qui servent à contrôler les ravageurs en les détournant de la culture qu'ils visaient ou alors en faisant venir leurs prédateurs. Voilà. Et Alain Ferré est aussi animateur d'un réseau mixte technologique, Bioreg, qui vise à développer dans les filières agricoles la prise en compte de la régulation naturelle des ravageurs via la promotion de la biodiversité. Donc, il va maintenant nous s'entretenir avec nous pendant une vingtaine de minutes. Puis après, on aura très brièvement, si vous avez des questions vraiment de compréhension, et pas des questions de fond, mais des questions de compréhension sur ce qu'Alain va nous dire. Et puis, nous donnerons la parole après à Otto. Voilà. Alain, à toi la parole. Eh ben, merci, merci. Donc, je vais rentrer tout de suite dans la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Est-ce que c'est bon de votre côté? Ah non, c'est pas bon. Attendez. Oh, peut-être Pas du que tout. non, je vais pas appuyer sur le bouton. Alors forcément, ça marche pas, hein. Voilà, là, ça marche mieux. Cette fois-ci, ça marche. C'est bon, mais c'est au moins le présentateur. Allez, donc là, vous voyez ma diapo? Oui, Alors voilà, quand Corinne m'a contacté pour faire ce webinaire, tout de suite, moi, ce qui m'est venu à l'idée, c'est jardin artisan de paix. Moi, clairement, ce qui se passe dans un jardin au niveau des petites bêtes, c'est pas forcément la paix. Donc, je vois plutôt ça comme guerre et paix au jardin. Vous allez, j'espère, comprendre la métaphore au fil de ma présentation. Donc, d'abord, quand on regarde un jardin, faut se demander ce que c'est. Là, je vous ai mis deux photos, un jardin public avec un style un peu asiatique, et puis de l'autre côté, un jardin campagnard. La première chose qui vient à la tête des gens, c'est bah, le jardin, c'est plutôt le calme, l'apaisement. Je vais me calmer dans le jardin, je vais respirer. C'est l'harmonie, c'est tout est beau. Là, sur le jardin de style asiatique, tout est harmonieux et joli. Et puis, si on va un peu plus loin, en regardant l'impressionnisme, c'est pareil, hein. Si on regarde Monet ou à droite, je crois que le peintre s'appelle Maison, mais vous me corrigerez si je me trompe. C'est pareil, c'est apaisé. Là, on voit un petit garçon ou une petite fille, je sais pas, qui est en train de jouer dans l'allée. C'est bien en fleurs. Il n'y a pas de plantes en train de mourir. Tout est calme. Là, on voit bien une petite musique calme derrière tout ça. Donc ça, c'est quand on regarde de loin, j'ai envie de dire, un jardin, voilà ce que c'est. Peut-être d'abord une petite rapide définition de ce qu'on entend par jardin. Les paysagistes, les sémiologues ont réfléchi là-dessus, enfin, et puis vous aussi, hein, un jardin, c'est quoi? Pour un paysagiste, historiquement, un jardin, c'est un espace qu'on va clôturer, on va mettre une clôture, alors soit physique, soit symbolique, autour de l'espace, et on va travailler à l'intérieur de cet espace pour reconstruire
une nature idéalisée en gros. C'est-à-dire le propriétaire va reconstruire quelque chose, la nature qu'il trouve belle. Donc, Monet, par exemple, il a planté tous ces nénuphars. Hein. Il n'était pas là tout seul. Hein. C'est lui qui les a mis en place. On voit très bien de l'autre côté que les tournesols, c'est pareil, ils ont été installés. Donc, on a cette dualité. C'est un bout de nature, mais c'est pas la nature. C'est une nature manipulée pour avoir ce côté apaisant. Et puis quand on regarde de très près, donc là on se rapproche vraiment des plantes, on soulève les feuilles, on regarde sous les feuilles, voilà ce qu'on peut voir. Alors vous aurez reconnu tout de suite, je ne sais pas si je peux mettre un petit pointeur, si ça doit être ça, pointeur, voilà. Là vous avez vu une coccinelle ici, là, qui est sur un genêt. Donc c'est une plante qui fleurit jaune, hein, qui est assez courante. Et là, vous voyez, elle est en train de dévorer un puceron. Et en dessous, là, il y a le reste de la colonie de pucerons. Ici, là, ça, vous ne devez pas connaître. Ça, c'est une feuille de photinia. Donc ça, c'est une plante de haie courante, hein, qui est très, très souvent attaquée par des pucerons. Et puis tous ces petits trucs oranges là, c'est des asticots. Alors c'est pas les asticots pour aller à la pêche, hein, c'est d'autres espèces. Et l'adulte ressemble à un petit moustique. Et ces asticots, ils sont prédateurs et ils bouffent les pucerons. Donc là, vous voyez, il y en a partout. Il y en a un ici, là, il y en a une jeune larve. Là, il y en a un autre là, il y en a trois, quatre, cinq, six. Il y en a encore un derrière. Là, pareil, les pucerons là, ils vont dégager. Et vous voyez, là, on a un puceron 5 qui est gonflé. Vous voyez, ce puceron-là, ou celui-là, il est tout vide, il est tout raplati. Hein. C'est que les asticots, ils n'ont pas de bouche. Donc, en fait, ils n'ont que deux crochets. Ils piquent à l'intérieur du puceron. Ils injectent de la salive. Ça fait fondre l'intérieur du puceron et ils aspirent. Et du coup, la peau, elle se rétracte et à la fin, ça fait ça. Donc c'est un peu, voilà, c'est une fin qui est peut-être pas très enviable, mais ça permet de réguler les pucerons. Donc, vous voyez que et à droite, là, ce que vous avez, c'est une grosse larve de cirfe. Donc là, c'est un diptère qui ressemble c'est une grosse mouche qui ressemble un peu à une abeille. Ça a des couleurs souvent, pas toujours, hein, mais jaune et noir. Et là, vous voyez, la larve est assez énorme par rapport au puceron. Hein, et là, c'est pareil, ça fait des dégâts dans les colonies assez forts. Donc, on voit très bien que finalement, il y a un peu de guerre quand même dans le jardin. Ça, c'est le côté prédateur. Ça, on appelle ça des prédateurs. C'est une bestiole qui va bouffer plusieurs autres bestioles de l'extérieur et puis entièrement. Il y a d'autres bestioles qu'on va appeler des parasitoïdes. Donc, parasitoïdes, ça ressemble à des parasites, sauf qu'un parasite, ça tue pas son hôte. Hein. Une puce, ça tue pas, enfin, sauf si ça transmet la peste, mais ça tue pas son hôte. Là, le parasite va tuer son hôte. Donc, vous avez là, par exemple, ça c'est un Eleagnus. Pareil, c'est une plante de haie assez courante, c'est le revers de la feuille. C'est une plante qui est vert grisâtre avec des reflets un peu métalliques et qui est attaquée par un psylle. C'est ces bêtes-là qu'on voit ici, là, en marron. Ce qui est en vert, là, c'est du puceron. Et puis, il y a ce petit insecte ici, là, tout petit, petit, petit. Ça fait 1 ou 2 millimètres. Et ça, c'est un hyménoptère, donc comme une guêpe, mais en tout petit. Et parasitoïde, c'est-à-dire qu'elle va pondre sur une larve et la larve de l'hyménoptère, on la voit ici vue de dessous, elle a mangé entièrement la larve du psylle. Donc l'adulte du psylle est là, la larve est là. Hein. Et quand c'est parasité en dessous, ici, on voit la larve. Là, on voit la larve en train de se métamorphoser en adulte. Et l'adulte va faire un trou dans ce qu'on appelle ce truc tout sec là. Il reste la peau sèche, ça s'appelle une momie. Il va faire un trou, il va sortir. Et là, vous voyez un adulte là qui est en train de sortir d'une momie. Hein. Et là, c'est une momie de puceron. Donc ça, je suis sûr que des momies de pucerons, vous en avez forcément déjà vu. C'est obligatoire, il y en a partout. Dès qu'il y a un foyer de pucerons, il y a des momies de pucerons. Donc, si vous le découvrez, c'est parce qu'en fait, vous n'avez jamais regardé un foyer de pucerons de manière assez proche. Et puis maintenant que je vous ai montré ce que c'est, vous allez les détecter facilement. Alors, ce concept de parasitoïde qui est un peu dégueulasse, hein, la bestiole se fait bouffer de l'intérieur hein, par une larve qui va jusqu'à la mort, ça a été repris au cinéma
Je ne sais pas si vous le savez, hein, le film Alien, hein, c'est exactement ça. Celui qui a fait le scénario, il a bien dit clairement qu'il s'était inspiré des insectes pour ça. Et là, dans Alien, on a un œuf qui renvoie une larve sur un humain. La larve se développe à l'intérieur du ventre et au bout d'un moment, elle ouvre le ventre et elle sort pour devenir un adulte. Donc c'est exactement ce qui se passe chez les insectes, sauf que chez nous, c'est que un film d'horreur et que chez les insectes, c'est la réalité. Voilà, voilà. Des fois, on est content d'être humain. Hmm. Alors, comment est-ce que, je vous ai dit guerre épée, comment est-ce qu'on peut passer de ce microcosme qui a l'air totalement en guerre, voilà, on bouffe, on parasite et tout ça, à une apparence de paix quand on regarde le jardin de loin, comme on l'a vu tout au début, on a une apparence d'apaisement, de paix, de tout se passe bien, tout est harmonieux. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, c'est parce que nous, ce qu'on voit, c'est le résultat de plein de petites choses qui se cumulent. Et ces relations, là, je vous ai montré des relations de prédation juste avant, mais il n'y a pas que des relations de prédation. Il va y avoir aussi des relations de coopération, qu'on peut appeler aussi mutualisme, c'est-à-dire qu'une espèce, quand elle est présente, va favoriser une autre espèce, hein. Donc ça, c'est possible chez les insectes, chez les plantes, chez les vertébrés, hein. Ça existe à tout niveau. Il y a les symbioses, donc le plus connu, c'est les mycorhizes. Donc c'est un champignon qui va se lier avec la racine des plantes et qui apporte de l'eau et des éléments nutritifs à la plante et la plante en échange lui envoie des sucres. Il faut savoir que la mycorhize, on parle de symbiose, c'est pareil, c'est tout beau, c'est tout joli. En fait, quand la mycorhize rentre dans la racine la première fois, la plante réagit comme si elle était agressée par un pathogène, hein. Donc elle met en place toutes ses défenses et c'est simplement après qu'elle se rend compte que non, ça va, tout va bien, et puis qu'elle accepte la mycorhize. Il y a d'autres symbioses moins connues, pourtant vous en avez plein dans votre intestin. Eh ben, les pucerons, ils ont la même chose. C'est pas dans des intestins, c'est dans des organes spécialisés. Mais il faut savoir que la sève des plantes est toxique pour les pucerons parce qu'elle est beaucoup trop sucrée et qu'il n'y a pas assez d'acides aminés. Il n'y a pas assez de protéines en gros pour que le puceron puisse se développer bien. Eh bien, il y a des bactéries à l'intérieur du corps des pucerons qui filtrent en gros la sève et qui va sélectionner ce qui est intéressant pour le puceron et qui va modifier aussi certains sucres ou certaines molécules organiques pour qu'elles deviennent assimilables pour le puceron. Vous prenez un puceron, vous retirez ses bactéries symbiotiques, il meurt. Comme nous, hein, on retire le microbiome du tube digestif, on meurt, hein, c'est pareil. Il y a des relations de manipulation, les parasites, les puces, les tiques, les vers et tout ça, qui parasitent l'homme ou des plantes ou des animaux, manipulent leur hôte. Chez les insectes, c'est par exemple la formation des galles pour protéger le phytophage. Bah ça, c'est une manipulation de la morphologie de la plante par l'insecte. Vous avez des élevages, essentiellement les fourmis qui élèvent tout plein de bestioles. Et en fait, donc ils font comme nous avec les vaches, hein, c'est totalement similaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de fourmis et des espèces de pucerons qui ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre. Et il y a le puceron du sureau noir, par exemple, il est emmené par les fourmis sur les racines pour passer l'hiver. Donc là, il y a la petite stabulation de tous les pucerons qui sont mis sur les racines. Et puis au printemps, quand le sureau recommence à sortir ses feuilles, les fourmis vont prendre les pucerons sur les racines et vont les remonter sur les feuilles. Donc on a vraiment là on a de la transhumance, hein, comme on fait avec les moutons en alpage et puis après on les met dans des étables, c'est exactement pareil. Et sauf que là il y a un petit truc en plus, c'est quand même certaines espèces de pucerons fabriquent des sucres spéciaux que la plante ne fabrique pas. Donc le puceron absorbe la sève, fabrique des sucres spéciaux qui rendent en fait les fourmis addictives à ces sucres. Et du coup, les fourmis élèvent et protègent les pucerons pour avoir leur dose de sucre addictif. C'est un peu de la manipulation aussi de la part du puceron, hein. Et puis il y a la compétition, hein. Si j'ai mis ces premiers servis, il y a une place limitée. Et ben si j'arrive le premier et puis que je prends toute la place, les autres ils peuvent plus venir. La somme de tout ça, de tous ces phénomènes très difficiles à modéliser, à comprendre, quand on a un écosystème en entier, hein, à regarder vraiment comment ça se passe tout ça, et ben ça fait
qu'au final, on a l'impression d'un équilibre et d'une stabilité parce que tout se compense, tout s'annule, tout s'équilibre. Environ, hein. On va voir après que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là, vous avez une fourmi, vous voyez, qui est en train de virer une larve de chrysope. Donc, une larve de chrysope, ça mange les pucerons. Et là, la fourmi, elle a chopé la larve et elle est en train de la descendre de la plante. Au passage, elle l'a tuée en la mordant dans le cou et elle est en train de la virer. Prenons un exemple de diversité que vous pouvez voir dans votre jardin. Si vous avez une allée en terre sèche, en terre dure, en terre damée, vous allez voir ces bêtes-là. Normalement, elles sont à peu près partout en France. Donc, vous voyez, c'est une petite abeille solitaire qui s'appelle Andrena et qui va se nourrir de pollen et de nectar comme une abeille normale, sauf qu'elle fait pas de rayons, de ruches et tout ça. Elle vit pas en société, elle vit toute seule. Donc, ce qu'elle fait, elle, c'est elle fait un trou dans le sol. Donc, vous voyez, un trou assez gros et puis un petit monticule de terre. Voilà, ça, c'est le nid de cette abeille solitaire. Elle fait une galerie. Au fond de la galerie, en descendant, elle va faire des loges sur le côté, donc des petits trous. Elle va entreposer le pollen et le nectar. Quand il y en a suffisamment, elle pond et elle ferme. Et puis, elle creuse une nouvelle loge, elle recommence, etc. Et quand elle a fini de faire toutes ces loges, elle va plus loin et elle refait une galerie. Bon, si on regarde un peu quels sont les insectes qui gravitent autour de ce micro source alimentaire, donc vous avez la plante. Les plantes, c'est les seuls actuellement, à part quelques petits organismes anecdotiques, c'est les seuls organismes sur Terre qui sont capables de prendre du minéral pour en faire de la matière organique, hein, pour faire ce qu'on appelle de la biomasse. C'est les seuls à savoir faire ça. Tout ce qu'il y a derrière, c'est que de la transformation de ce qu'ont fabriqué les plantes, hein. Donc là, l'abeille, elle vient chercher le pollen et le nectar, elle va transformer ça en ses larves dans le nid et qui vient autour de tout ça. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est déjà ça. Vous voyez, ça c'est une mouche. Ça fait du surplace. Vous voyez, c'est tout poilu, c'est tout velu, c'est tout marrant, c'est assez gros. Et en fait, ça, c'est une mouche parasitoïde. Donc, cette bête-là, elle va pondre en faisant du surplace au-dessus du trou, elle va lâcher un œuf dans le trou. Et puis après, la larve, une fois éclos, elle va aller chercher la larve de l'abeille, la tuer et la manger. Sauf qu'un œuf, c'est blanc. Si elle fait tomber un œuf blanc dans le trou, l'abeille, elle va le voir, elle va sortir l'œuf, et puis c'est pas terrible. Donc en fait, la mouche parasitoïde, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va pondre l'œuf, mais elle va le garder coincé dans ses fesses, en gros. Elle va aller sur un chemin, un endroit où il y a de la terre poussiéreuse, et elle va rouler l'œuf dans la terre poussiéreuse de manière à ce qu'il soit recouvert entièrement de poussière. Et après, elle va aller le lâcher au-dessus du trou. Et comme ça, dans le trou, bah, ça a l'impression d'être un petit morceau de terre et pas un œuf. Et du coup, il arrive à pas se faire expulser. Vous voyez que c'est quand même assez malin et assez complexe, hein, tout ça. Là, vous avez une autre abeille, donc ça c'est une Nomada flava, ça ressemble à une guêpe, mais c'est pas une guêpe, hein, c'est bien une abeille totalement inoffensive. Ça c'est une espèce coucou, c'est comme les oiseaux coucou, c'est-à-dire elle va descendre dans le nid, elle va pondre dans la loge et sa larve se développe plus vite que la larve d'Andrena et du coup elle tue de faim, enfin la larve d'Andrena meurt de faim et c'est la larve de Nomada qui prend le dessus. Vous en avez une autre, ça c'est une petite bête, on a l'impression que c'est une fourmi, mais c'est pas une fourmi. C'est une guêpe qui a plus d'ailes, qui fait que courir et qui est au niveau du sol, qui cherche les nids et pareil, dès qu'elle trouve un nid, elle rentre dedans, elle pond, elle sort. Et la larve est parasitoïde, comme on a vu sur les pucerons. Et puis vous avez une autre bête, ça c'est un coléoptère qu'on voit au printemps, quand vraiment aux toutes premières fleurs du printemps sur des renoncules. Vous voyez les fleurs que vous voyez là, c'est des renoncules. Moi, j'ai pris toutes les photos là. C'est pas une reconstitution, c'est moi qui ai pris toutes les photos au même endroit autour de ce nid-là, hein. Donc cette bestiole-là, c'est un coléoptère avec, vous voyez, un énorme abdomen. Tout ça, c'est rempli d'œufs et elle va pondre des milliers d'œufs au pied de ces plantes. Et en fait, les larves, vous les avez là. Les larves, quand elles éclosent, elles montent sur les fleurs et elles attendent sur les fleurs. Et quand vous avez une abeille qui vient butiner,
la larve, elle monte dans la fourrure de l'abeille et elle s'accroche. L'abeille, elle rentre au nid et une fois que l'abeille, elle est dans sa loge, la larve, elle descend et elle va dans la loge. Et une fois que c'est fermé tout ça, la larve du coléoptère va se transformer en second stade larvaire et va commencer à tuer, à manger la larve de l'abeille. Et je vous ai dit, enfin non, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire, toute ressource alimentaire est utilisée. C'est ce qu'on traduit vulgairement en disant la nature a horreur du vide, hein. C'est-à-dire dès qu'il y a une ressource, il y a quelqu'un qui vient et qui remplit l'espace. Et ben, par exemple, ce méloé, ce coléoptère, c'est une source alimentaire. Et si on regarde bien là sur le thorax, vous voyez, il y a deux petits moucherons là sur le thorax. Et ben, ces deux petits moucherons, c'est les moustiques à coléoptère. C'est exactement pareil que nos moustiques à nous, sauf qu'ils bouffent les molymphes de ce coléoptère. Alors, vous voyez la taille quand même du moustique par rapport à nos moustiques à nous, c'est quand même vachement plus gros. Et il pique pas ici par hasard, c'est le seul endroit où le coléoptère avec ses pattes n'arrive pas à les virer. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est complexe et autour d'une seule ressource alimentaire, donc cette fleur de renoncule et cette abeille, eh ben, on a tout un écosystème qui se met en place sur 5 mètres carrés, quoi. Ce qui est très bien. Bon, j'en ai oublié un. Le trox, lui, il va venir vider les nids si l'abeille est morte. Si l'abeille se fait choper par une bestiole, le nid, il est abandonné, tout se met à pourrir et tout ça, et donc lui, il vient faire le ménage. Voilà, voilà, voilà. Il reste 5 minutes, Alain. Donc, Ouais, je vais assez vite, je passerai la partie fertie. Ici, on va parler un petit peu de coopération entre, là on a vu de la compétition, de la prédation, coopération entre plantes, ça va vous introduire les plantes pièges. Là vous voyez un hortensia, donc ça peut être l'hortensia dans votre jardin. Il y a un nouveau thrips qui est arrivé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Thrips setosus et qui va faire des dégâts sur feuilles et sur fleurs de l'hortensia. Voilà, si on fait rien, le thrips est là, il arrive, il bouffe. Et en fait, comment on peut utiliser une autre plante pour contrôler ça? Eh ben, ça va être en détournant le thrips de l'hortensia. C'est-à-dire que si je mets une plante, donc là c'est l'Herodium manescavi, donc ça c'est une plante endémique originaire des Pyrénées, le Tripsetosus en fait il préfère cette plante. Donc il va aller sur cette plante au lieu d'aller sur l'hortensia. Et l'avantage de cette plante, c'est qu'elle attire un autre insecte, donc Macrolophus pygmeus. Là, vous avez une larve de Macrolophus au revers d'une feuille qui, elle, arrive à survivre sur cette plante sans proie, mais par contre qui adore la viande. Donc, dès qu'un thrips arrive sur cette plante-là, elle se fait bouffer par Macrolophus. Donc, si vous mettez Herodium maneskevi au pied d'un hortensia, eh ben, vous protégez l'hortensia contre le thrips. Ça, c'est des méthodes toutes simples qui marchent très bien, qui sont très efficaces parce que les insectes, ils ont toujours les mêmes choix alimentaires et qui permet, bah, là, dans votre jardin, de protéger votre hortensia, mais quand on est en production, bah, ça permet de protéger les cultures contre les ravageurs et de ne pas avoir à traiter. Voilà, voilà. Au niveau du sol, on n'en parle pas. Si vous pourrez me poser des questions après, si vous voulez, je pourrais vous en dire deux mots. Mais en gros, il se passe la même chose sous une forme un peu, enfin, sous un enrobage un peu différent. Ce qu'il faut préciser, c'est que je vous ai dit, quand on met bout à bout tous ces mécanismes, toutes ces chaînes d'interaction, tous ces réseaux de dépendance, euh, tout ça va s'équilibrer. En fait, ça s'équilibre pas vraiment. En écologie, c'est ce qu'on appelle, on tombe sur un équilibre dynamique. Et ça, c'est typiquement l'exemple du vélo. Vous prenez quelqu'un, vous le posez sur un vélo et vous lui demandez pas de pédaler, il tombe. Ça, voilà, un équilibre stable, non dynamique, un équilibre statique, eh ben, il faut des pieds, il faut des roulettes au vélo pour pas tomber. Par contre, dès qu'on commence à appuyer sur les pédales, on ne tombe plus, parce qu'il y a une force qui s'applique sur les roues qui empêche qu'on tombe. Eh ben, ça, typiquement, faire du vélo et garder son équilibre, c'est un équilibre dynamique. Si je regarde le gars, là, à vélo, il bouge pas. Donc lui, il est en équilibre. Par contre, le décor derrière, il bouge. Vous voyez? Eh ben, dans le jardin, dans la nature, c'est ça qui se passe. Nous, on regarde quelque chose, on a l'impression que ça bouge pas, et en fait, tout le derrière
s'arrête pas de bouger parce que les interactions sont revues. Un prédateur va réussir à être un petit peu plus coriace contre sa proie. La proie va réussir à se défendre grâce à l'évolution, hein, va trouver un moyen de défense et du coup, le prédateur, bah, soit il disparaît, soit il trouve une contre-attaque, etc. Et tout ça, ça crée des équilibres dynamiques sur le temps long, mais aussi sur le temps court. Et faut savoir qu'un écosystème, on peut le représenter comme ça, c'est un peu une bille sur une montagne avec des pentes et des trous. Et en fait, le décor qui bouge, c'est un peu une oscillation de la bille. Donc elle est dans un trou, ça oscille. Et puis si on perturbe trop, la bille, elle tombe, paf, et elle tombe dans le trou suivant. Donc elle va tomber là, qui va être un état dégradé. Ça, c'est par exemple les forêts primaires. Là, on va tomber sur la forêt secondaire. Et on peut appliquer aussi des perturbations. Et si on perturbe encore trop, paf, on tombe encore. Et puis vous voyez que tomber, c'est facile, mais remonter, c'est très difficile. Et ça, c'est des... Voilà, on bascule d'un état à l'autre. Donc on a un équilibre dynamique ici, ici et ici. Notre écosystème, il peut varier entre les trois. Descendre, c'est très facile, remonter, c'est très compliqué. Donc on peut, si on arrête les perturbations trop fortes, on va réussir à stabiliser là au creux et à réussir à avoir un truc qui a très peu de chances de se dégrader. Par contre, si on y va trop fort, ben, on va dégrader et puis là on perd les qualités de l'environnement. C'est ce qui se passe quand on met des pesticides, c'est ce qui se passe quand on détruit les habitats naturels, c'est ce qui se passe quand on fait de la surpêche, ben, on fait de la perturbation à outrance et puis on dégrade, on dégrade, on dégrade. Au Japon, ils en sont arrivés à avoir des mers de méduses, donc là, ils sont ici, à ce stade-là, hein. Et remonter là, c'est hyper compliqué. Voilà, voilà. Alors, l'homme dans tout ça, là, il y a des exemples sur les animaux. L'homme est un animal. Et ben nous, on est aussi dépendant de tout ce qu'il y a. Alors, on est dépendant de notre jardin pour avoir des fruits et légumes, mais on est dépendant aussi de toutes les interactions à l'échelle planétaire, hein, de biodiversité. Et quand on dit il y a un effondrement de 70% des insectes, oh, c'est pas très grave, il en reste 30%, si, c'est vachement grave. Si on arrive à détruire tous les insectes, les seuls qui resteront, ce seront les ravageurs. S'il n'y a plus de prédateurs, et c'est les prédateurs les plus, c'est eux qui s'adaptent pas aux phytos, hein, parce qu'ils se reproduisent beaucoup plus lentement que les ravageurs. Les ravageurs, eux, ils s'adaptent, hein, ils deviennent résistants, il n'y a pas de souci. Donc, s'il nous reste plus que des ravageurs et pas de prédateurs, eh ben, on pourra même plus faire marche arrière, on sera obligé d'utiliser des pesticides jusqu'à la mort totale. Voilà, j'ose pas imaginer. Alors, la différence de tout ça, de notre espèce dans l'écosystème, c'est quand même que nous, on a conscience de ce qu'on fait. On sait le tort qu'on cause à l'écosystème, on sait comment on pourrait en sortir, on sait que la biodiversité est résiliente si on lui tape pas trop sur la tête, et pourtant il se passe pas grand-chose. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment faire pour sortir de la situation. La mauvaise nouvelle, c'est que bah, les solutions ont souvent une moins bonne productivité, donc rapportent moins de sous, donc sont pas mises en œuvre. Euh, donc ça, c'est à l'échelle économique, hein, sur les gens qui vivent de l'exploitation des écosystèmes, hein, donc pêche, agriculture, foresterie et mines. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il va falloir réussir à rééquilibrer les productivités entre des méthodes vertueuses et les méthodes non vertueuses. Il faut absolument que par des taxes ou par des aides, on arrive à ce que le vertueux soit plus productif économiquement que le non vertueux. Et ça, c'est un gros boulot, hein. Et par contre, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos jardins? Si on a pris conscience de ça, un jardin, comment il est perturbé, s'il est trop taillé, s'il est trop tondu, si on arrache toutes les mauvaises herbes, si on laisse le sol nu, etc., le jardin est perturbé. Vous verrez pas beaucoup d'insectes, vous verrez pas beaucoup de choses, vous verrez pas beaucoup de fleurs. Ce sera pas super intéressant. Donc, dans les jardins, on peut agir, même sur peu de mètres carrés, on peut voir de la biodiversité revenir, on peut commencer à revoir des insectes. Et ça, ben, moi, je peux vous inciter que à faire un petit peu ça, un peu moins de tonte, laisser quelques plantes sauvages, si elles sont belles, de la carotte sauvage, des choses comme ça, des renoncules, des petites plantes sauvages assez jolies, vous les laissez, et puis comme ça, vous allez revoir
un peu de vie s'installer dans le jardin. Par exemple, ici, sur la carotte sauvage, là, vous avez plein de mouches. Et puis, ça permet aussi bah, de s'émerveiller, de contempler, vous voyez, là, sur une marguerite, une toute bête marguerite, une magnifique cétoine. Et puis, ça permet aussi d'appeler ses copains, d'appeler sa famille pour montrer la bestiole et puis s'émerveiller devant tout ça. Voilà, j'ai peut-être dépassé un tout petit peu. Oui, c'est exact. Mais merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. Donc, on avait prévu quelques éventuellement des questions de compréhension, mais je crois qu'on va passer directement voilà, à la présentation de Otto. Et puis, on va vous laisser réagir euh, l'un envers l'autre, si ça va. Et Corinne, c'est bon, tu me donnes ton feu vert pour gagner un peu de temps. C'est toi le maître des horloges. Merci. Bien, merci beaucoup, Alain. Donc, dans le même esprit, et puis en même temps un petit peu décalé, nous allons donc maintenant écouter Otto Schäfer, qui est biologiste et qui est spécialiste d'écologie végétale, et donc qui est aussi un théologien protestant et qui est un éthicien de l'environnement. Et donc, Otto a deux doctorats, l'un en sciences agronomiques et l'autre en théologie protestante. Et il a joué un rôle important dans la naissance des questions écologie au niveau œcuménique dans les églises francophones. Et donc, il est originaire d'Allemagne. Il est franc-comtois d'adoption. Il vit en Haute-Saône dans les Vosges du Sud. Et il partage sa vie entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Otto est aussi vice-président du conseil scientifique du parc naturel régional du Ballon des Vosges. Il est chercheur associé à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et il est très actif aussi en Suisse dans les commissions fédérales d'éthique. Donc, a aussi créé des expositions qu'il peut, je pense, rendre accessibles aux uns et aux autres s'ils sont intéressés. Et puis, Otto a écrit plusieurs livres, dont le tout dernier, La grâce du végétal, dont je crois que Corinne nous en dira un mot tout à l'heure. Voilà. Otto, nous te laissons la parole tout de suite. Merci beaucoup à toi. Merci Jean-Sébastien et bonsoir à toutes celles et tous ceux que je n'ai pas encore salués. Euh, ma, Mon intervention théologique se fera en trois temps. Dans un premier temps, je parlerai des interdépendances du vivant, donc en rapport avec ce que Alain vient de nous présenter, mais sans trop qualifier encore la nature de ces interactions et interdépendances, mais plutôt insister sur le fait que le vivant, c'est toujours une réalité en lien. Et je regarderai ça du point de vue théologique et donc biblique aussi. Et puis, dans un deuxième temps, je qualifierai davantage ces liens, le problème de la guerre et de la paix dont Alain nous a parlé, comment assumer théologiquement le fait que le vivant se nourrisse, se maintienne, se propage aux dépens d'autres vivants. Cet autodéchirement de la volonté de vivre dont parle Albert Schweitzer, qui a un côté tragique. Comment assumer cela en théologie? Alors ça, c'est mon deuxième temps. Et puis le troisième temps, c'est l'importance des sens, parce que tout ce que Alain nous a montré nous frappe. Ça frappe le regard et beaucoup de choses, nous les voyons seulement parce qu'il y a un agrandissement. On peut imaginer qu'il y aurait des odeurs aussi, tous les sens sont engagés et cette importance des sens est théologiquement essentielle aussi aujourd'hui, le fait d'être attentif et attentionné. Donc ce sera mon troisième temps. Alors d'abord, le vivant en tant que euh, lien d'interdépendance. C'est vrai pour le jardin aussi en particulier. Il y a un philosophe anglais qui s'appelle David Coop hein, a parlé du jardin comme d'une expérience de codépendance, des dépendances partagées. Le jardin dépend de nous parce que c'est une parcelle cultivée
Et si on cesse de cultiver, je vois ça beaucoup autour de moi dans les Vosges saunoises, un jardin à l'abandon, ben, il est envahi par les ronces, c'est-à-dire une dynamique naturelle qui s'installe. Donc le jardin dépend de nous, mais nous dépendons aussi du jardin. Il y a des gens qui en dépendent de manière essentielle. C'est le jardin qui les nourrit et ils ont que ça. Euh, il y a une dépendance entre les vivants au jardin. Donc un ensemble de codépendance. Coupe inclut d'ailleurs dans cette codépendance l'expérience que derrière le jardin, il y a ce qu'il appelle the ground, une espèce de fond de tout ce qui existe. Dans le jardin, on peut faire l'expérience que tout ce qui existe n'existe pas par lui-même, mais en théologie chrétienne, on parlerait de création. Dans d'autres religions, on couperait bouddhiste, on parlerait d'un fond qui rend toute existence possible. Il y a donc une communion de tout ce qui vit. Et j'ai trouvé très beau le titre du webinaire, le jardin artisan, artisan de paix. C'est un peu surprenant. D'abord, le jardin artisan, c'est une manière de donner un rôle actif au jardin. Le jardin est acteur. C'est Jean-Philippe Bard qui avait trouvé cette formule et je la trouve très heureuse parce que cette interaction où le jardin est acteur aussi dépasse le clivage très courant entre le sujet et l'objet. Hein. On pourrait avoir l'impression que nous, les humains, sommes les seuls acteurs et puis les autres sont les objets qui sont à notre disposition. Ah, déjà dans la formulation du titre, c'est pas comme ça. Il y a une réciprocité. On voit ça beaucoup dans le mot cultiver. Nous cultivons le jardin, mais le jardin nous cultive aussi. Il y a toute une réflexion sur les vertus. Hein. La formation de la personnalité peut être déterminée de manière importante par le jardin. C'est mon cas personnel d'ailleurs. Je dois énormément de choses à ma grand-mère, qui était une passionnée du jardin et qui m'a transmis beaucoup d'expériences et qui m'ont structuré non seulement dans ma relation au jardin, mais dans la formation de ma personnalité de manière générale. Ça se voit dans tout un champ sémantique où la pédagogie et le jardin, le jardinage sont très, très proches. Des mots comme culture, justement, tuteur, séminaire, maturation, pépinière, hein. C'est des mots qui s'utilisent dans les deux champs. Et ce thème des vertus me paraît tout à fait intéressant aussi pour notre réflexion sur la paix. La vertu, c'est une maîtrise de soi, une manière de façonner sa personnalité en vue d'une relation harmonieuse avec les autres humains et les autres vivants. Le jardin, par exemple, nous rend attentifs à la vie dans sa diversité. C'est un point que relève David Hooper. Et c'est ce que nous a magistralement montré Alain dans sa présentation. La vie dans sa diversité, mais nous prenons soin de nous-mêmes aussi en jardinage. Il y a même un équilibre entre la dimension physique de notre existence, la dimension psychique, la dimension intellectuelle. Donc l'être humain dans sa totalité s'engage dans cette relation au jardin et là aussi dans un équilibre bénéfique. Le jardin nous rend humbles. euh, L'essentiel nous est donné. On intervient, certes, mais finalement, ce que le jardin produit euh, est infiniment supérieur à tout ce que nous aurons investi. Le jardin est un lieu de convivialité, un autre aspect important pour Cooper et important aussi pour les relations de paix. Il y a dans le Premier Testament à quatre fois la belle expression chacun sous sa vigne et sous son figuier. C'est une métaphore de paix et de bien-être et d'harmonie sociale.
Alors, le texte qui a été proposé cette année pour le temps de la création se trouve dans le livre d'Ésaïe et reprend aussi cette idée de relation harmonieuse incluant le vivant non humain. Alors, Corinne a la gentillesse de présenter les textes. Je lis ce texte. En fait, ce chapitre est fait de prophéties de malheur et de prophéties de salut et de bonheur. Ici, on passe de l'un à l'autre. Le premier verset est en fait le dernier d'une prophétie qui précède et qui est une prophétie de malheur. Et puis ensuite, ça bascule dans une perspective de consolation, d'annonce du bonheur. Le palais est abandonné, la ville bruyante est désertée, le quartier de l'Ophel ainsi que la tour de guet sont devenus pour toujours des terrains vagues où se plaisent les ânes sauvages et où paissent les troupeaux. Un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors, les terres incultes deviendront un verger et le verger comme une forêt. Le droit sera chez lui, dans ses terres, aujourd'hui incultes, et la justice régnera dans le verger. La justice produira la paix, elle créera pour toujours tranquillité et sécurité. Son peuple habitera une oasis de paix, il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Allez, il y a des formulations qui nous surprennent beaucoup, hein. La justice régnera dans le verger. Bon, on ne dira pas ça facilement, mais dans le Premier Testament, dans la langue hébraïque, le mot justice, tzedaka, inclut tout naturellement tout le monde vivant, pas seulement le monde humain. Et c'est vrai aussi pour la paix, shalom, qui est un ensemble de relations de bien-être, à la fois en soi-même, hein, la santé, et avec les autres et les autres vivants, et finalement toute la terre habitée. Un ensemble d'interrelations qui produisent la paix et la justice. Alors on a cette même interdépendance dans le récit très connu de la création au premier chapitre de la Genèse. C'est le texte suivant que je vous invite à regarder, que vous connaissez évidemment. Je ne fais que le résumé pour l'essentiel. Alors, on sait que ce texte se compose de deux parties, les jours 1 à 3, puis les jours 4 à 6. Les jours 4 à 6 complètent les jours 1 à 3 à un niveau de complexité supérieur. Donc, il faut bien tenir compte de cette partition du texte en deux parties. Il n'y a pas une succession de 1 à 6, mais deux parties, 1 à 3, puis 4 à 6. Ce qui est intéressant, c'est que les jours 3 et 6 se détachent aussi par leur style littéraire. C'est qu'en fait, à chaque fois, on a là deux œuvres distinctes le même jour. Ça souligne encore cette analyse littéraire de deux parties du récit. Et le rôle des plantes est tout à fait essentiel. Alors les plantes arrivent d'abord un peu comme le sommet des fondements de la création, donc la première partie. Et puis, ça, on ne le voit pas toujours dans l'exégèse. Les plantes reviennent le sixième jour, quand tout semble être fait, mais quand rien n'est encore gagné, parce que les conditions de perpétuation de cette création ne sont pas encore données. Et c'est grâce aux plantes que la création pourra continuer d'exister. Et ça me semble très important à souligner, le jour 6 ne se termine qu'au moment où le Créateur accorde aux animaux terrestres et aux humains cette nourriture différenciée. Il y a donc un double mandat, on ne parle toujours que du dominium terrae, la domination de l'humain sur la terre, mais il y a aussi, comme en creux, un autre mandat confié aux plantes, enfin, que j'appelle sustentatio viventium, si vous voulez, simplement pour compléter un peu ce dominium terrae dont on ne cesse de parler et un peu trop. Et c'est cette lecture du récit, une lecture complète qui rend justice au rôle central des plantes, me semble très importante. Voilà. La diapo suivante montre justement ce passage
où le créateur donne, c'est idéalisé évidemment, donne des espèces différentes de plantes à des espèces différentes d'animaux et d'humains. On a donc là un monde de codépendance, pas seulement un jardin, mais un monde de codépendance, mais où la dépendance à l'égard du végétal est absolument essentielle. Souvent, je compare les plantes à nos sages femmes, parce que dans l'évolution du vivant, un organisme aussi complexe que le nôtre n'aurait pas été possible sans une atmosphère riche en oxygène, et c'est les plantes qui l'assurent. Les plantes sont aussi nos nourrices, c'est évident, et un sevrage n'a jamais lieu. Les plantes sont nos inspiratrices par la diversité de leurs formes. Francis Allais parle du pouvoir morphogénétique des plantes. Les plantes structurent des paysages, comme le rappelle Pierre Liotagui. Et finalement, les plantes sont aussi nos consolatrices parce qu'à l'époque de l'Anthropocène, on mise beaucoup sur leur résilience, sur leur capacité d'adaptation pour envisager un avenir vivable. Je reviens au récit de la Genèse. Comme vous le savez, les choses se, se détériorent dans les chapitres suivants. La violence s'introduit dans la création bonne et harmonieuse. Il y a le récit du déluge, et il y a un nouvel ordre après le déluge qui est en quelque sorte un compromis. Dès lors, l'alimentation n'est pas seulement végane, mais elle inclut les animaux. Il y a aussi la crainte des animaux qui craignent les humains. Les animaux deviennent farouches et l'humain autorisé à se nourrir aussi d'animaux. Mais il y a une double limite, interdiction du meurtre, pas tuer d'autres humains, et interdiction de consommer du sang, ce qui symboliquement veut dire on n'a pas, on ne dispose pas de la vie elle-même. Il y a donc là un monde de compromis, un monde de conflit. Et c'est de ça que je voudrais parler maintenant. Deuxième temps, un monde de conflit où il y a aussi des phénomènes que Alain nous a présentés, comme la prédation, comme le parasitisme, etc. Et l'une de nos traditions juives et chrétiennes s'interroge beaucoup là-dessus et espère le dépassement de ce monde où le vivant se déchire, s'autodéchire, le vivant vit aux dépens d'autres vivants. Vous connaissez la promesse messianique dans Ésaïe. Alors le loup séjournera avec l'agneau, la panthère aura son gîte avec le chevreau, le lion comme le bœuf mangera du foin et un petit garçon les conduira. Donc c'est la promesse eschatologique d'une création nouvelle où euh, toute cette violence dans la création sera dépassée. Euh, c'est une chose. Mais il y a l'autre pôle aussi, c'est la théologie de la providence. Dans la théologie de la providence, on ne dit pas que les relations conflictuelles au sein du vivant seront dépassées, mais on dit qu'elles seront toujours contenues. Le Créateur maintiendra sa création malgré tout ce qui la menace. Et c'est donc une vision euh, moins exigeante, si l'on veut, peut-être plus réaliste. Et ce qui me semble important à dire du point de vue théologique, c'est qu'il faut maintenir la tension entre ces deux pôles. L'idée de la providence, où l'essentiel est que le monde puisse se perpétuer dans un état où le conflit existe et où le conflit est contenu, et l'espérance d'une création nouvelle. Les deux. Et c'est quelque chose de toujours à nouveau à préciser, à vivre dans la prière, dans la foi, dans l'action concrète aussi, hein. Il y a des prises de position des églises, par exemple, sur le véganisme, où les uns disent oui, hein,
une chrétienne, un chrétien est obligatoirement vegan. Les autres disent non. On vit dans un monde qui n'est pas parfait, où il y a de la violence. Il y a aussi d'autres aspects. Et il y a 20 ans, peut-être, une prise de position de l'Église protestante d'Allemagne euh, euh, laisser en suspens ces deux positions, ce que je trouvais tout à fait correct, parce que en fait, on ne peut pas vraiment trancher. Ça doit être discuté communautairement. Et vous avez la même tension d'ailleurs entre deux éthiques tournées vers le vivant, l'éthique d'Albert Schweitzer, l'éthique biocentrée, et l'éthique d'Aldo Leopold qui est écocentrée. Albert Schweitzer dit euh, faire souffrir d'autres vivants est toujours mauvais. Nous avons l'obligation d'aider les vivants. C'est comme l'amour du prochain étendu à tout le vivant. Ça, c'est la position de Schweitzer qui est plus proche de cette perspective eschatologique de la réconciliation à l'intérieur du vivant. Et puis, il y a la position de Leopold, qui était un forestier américain, avec sa land ethic, une éthique du pays. Léopold était un chasseur tout à fait passionné. Alors, et pour lui, la valeur, c'est plutôt un écosystème local et régional avec toutes ces relations et interconnexions qui sont aussi conflictuelles. Il y a les deux. Et ça me conduit au dernier point, euh, l'importance du regard et l'importance des sens. Il faut être attentif et attentionné. Quand je parlais du jardin tout à l'heure, il y avait déjà cet aspect. Le jardin nous apprend à être attentif à la diversité des organismes et à leurs liens. Et cette réhabilitation des sens, l'odorat aussi, hein, le goût, c'est quelque chose de très actuel. Et dans d'autres temps de la création, enfin en Suisse par exemple, il y avait toute une série sur l'importance des sens. Et c'est le troisième et dernier passage biblique que je voudrais regarder avec vous de plus près. C'est un passage dans le Nouveau Testament. Donc, est très connu dans le Sermon sur la montagne. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les lys des champs. Elles ne triment pas, elles ne font pas de fil de tissu. Pourtant, je vous dis, même Salomon, en toute sa gloire, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Un texte très très important qui a joué un rôle essentiel et qui, qui a le mérite surtout de nous conduire vers un total décentrement. Ce n'est pas l'humain qui est au centre, mais nous sommes invités à regarder une humble créature et qui nous est présentée en modèle, les fleurs des champs. Et je voudrais faire le lien avec l'importance de l'attention dans la théologie de la libération. Chez Leonardo Boff, par exemple, le mot cuidado, qui veut dire attention, attention au sens d'être attentif et au sens d'être attentionné, les deux, la démarche voir, juger, agir, l'importance du voir, l'importance des sens, qui est aussi un regard critique, évidemment, sur tout ce qui est aliénant dans notre relation aux autres créatures. Je termine sur une citation de Bernard Charbonneau. Bernard Charbonneau, l'un, avec Jacques Ellul, l'un des fondateurs de l'écologisme politique en France. N'oublions pas que dans l'Évangile, c'est la beauté fragile du lys des champs qui est offerte en modèle à l'homme. Le christianisme est à la fois responsable de la dévastation de la nature à l'ouest et à l'est, texte est de 86, et porteur de la seule force qui puisse y mettre fin, à la fois poison et contre-poison.
la découverte et la protection de la nature sont nées dans les pays protestants. Au point où nous en sommes, le mal étant largement fait, plus question de revenir en arrière. Ce n'est plus en deçà, mais au-delà que se trouve l'issue, non dans un retour à la nature, mais dans son antithèse, un surplus de conscience. Donc c'est là-dessus que je voudrais terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Otto, pour ce complément passionnant au propos d'Alain. On avait prévu un petit temps d'interaction entre vous deux. Est-ce que Alain aurait envie de poser une question à Otto ou alors est-ce qu'on passe directement aux questions des uns et des autres je sais pas, est-ce que Euh, cette oui, présentation t'a inspiré quelque chose? je peux poser une question. Alors, je l'ai pas dit, je vais le dire. Je ne suis pas protestant, hein. Donc je connais, je suis pas croyant même d'autres religions. Euh, Ce qui m'empêche pas d'être intéressé par toutes ces thématiques. Et je voulais juste demander à Otto là. Du coup, là on voit sur la dernière citation qu'il y a des propositions d'action pour essayer essayer d'agir pour redresser la barre. Parce que tel qu'on est parti, j'ai pas l'impression que ça va être l'ordre nouveau qui va arriver, ou si un ordre nouveau arrive, il sera pas super harmonieux. Est-ce que dans la Bible ou dans en théologie, est-ce qu'il y a on trouve des indices, des voies à suivre? Est-ce que est-ce qu'il y a des clés un petit peu qui peuvent donner qui peuvent montrer une voie qui pourrait être suivie pour essayer d'améliorer les choses, soit dans le comportement humain, à changer le comportement humain, soit en ayant des actions. Question peut-être un peu dure, je sais pas, hein. Otto, peux-tu rallumer ton micro, s'il te plaît? Merci pour la question, Alain. C'est pas à moi de répondre spécialement. Il y en a beaucoup parmi nous qui sauraient répondre mieux que moi et aussi bien que moi. Euh, Peut-être pour donner un exemple, dans les temps de crise et même de mutation profonde, et c'est notre cas, il y a quand même la radicalité de l'évangile qui nous intéresse spécialement, enfin, notamment le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, où Jésus prône ce qu'on pourrait appeler une nouvelle éthique, et une éthique spirituelle. Et dans cette nouvelle éthique, il y a par exemple la non-violence, ne pas résister au mal. On peut dire, et par rapport à cette question, la légitimité de la guerre dans certaines situations, etc. Il y a tout ce débat que j'ai développé dans mon deuxième temps. Alors, un monde qui n'est pas parfait, mais où au moins on endigue la violence. Ou alors un monde où il faut aller plus loin et ce serait aller beaucoup plus loin de dire ne pas résister au mal, être non violent. Et non violent, c'est une attitude active quand même. Hein, c'est pas du tout une Mhm. attitude passive. Donc là, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de vraiment neuf dans le message de Jésus et que nous sommes invités à vivre à notre niveau. Aussi, Mhm. certainement sur le plan écologique. Oui. Et on pourrait peut-être, enfin, une petite réflexion. On se rend compte, enfin, les éthologues, donc ceux qui étudient les comportements animaux, en particulier les animaux qui coopèrent et qui sont sociaux. En général, la guerre, entre guillemets, apparaît lorsqu'il y a une forte coopération au sein de groupes animaux. On va le trouver chez l'humain, on va le trouver chez le chimpanzé, hein, où il peut y avoir des guerres entre deux clans et l'éradication même de la tribu, entre guillemets, de chimpanzés d'à côté. On va le trouver chez les fourmis.
Alors là, avec des comportements peut-être un petit peu plus stéréotypés, mais il y a des stratégies chez les fourmis, suivant les espèces, il y en a qui vont foncer dans le tas, qui vont essayer de tuer tout le monde, il y en a d'autres qui sont toujours sur la défensive, mais qui sont très bonnes en défense, et il y a même des troisièmes espèces qui observent les deux premières, et quand il y en a une qui est à moitié décimée, elle attaque le nid de celle qui a été à moitié décimée, parce que c'est plus facile. Et il y a cette dualité, du coup, entre coopérer, c'est-à-dire au sein du groupe, on coopère, on s'aide, on s'entraide, on va soigner les malades, on va les nourrir, on va en prendre soin, et une agressivité face à l'extérieur. Et du coup, enfin, je pense que tout le monde doit avoir conscience en ça, et c'est pour ça qu'il y a la guerre, c'est pour ça qu'il y a des conflits, c'est pour ça qu'il y a des tensions entre les groupes, et c'est vrai qu'il va falloir réussir à surmonter tout ça. Et avec la nature, c'est un peu pareil, avec la biodiversité, c'est un peu pareil. Il faut qu'on arrive à surmonter un instinct naturel qui nous pousse à détruire à notre profit pour plutôt contempler et être content de voir l'autre, l'altérité, se développer et progresser, quoi. Enfin Mm. voilà, petite réflexion. Je laisse la parole aux autres. Oui. Bon, j'avais préparé une question à te poser, mais j'y renonce parce que je trouve que ce que tu viens de dire est tellement important aussi pour ouvrir le débat. Je crois effectivement ça serait le moment. Hmm. Très bien, ben, merci beaucoup. Est-ce que l'un ou l'autre voudrait parler voilà, le mieux, ça serait de pouvoir lever la main. Alors, on a une première question dans le chat, Jean-Sébastien, Oui, alors, sur les espèces exotiques envahissantes. Et donc, la question, c'est est-ce que ces espèces exotiques envahissantes sont nécessairement envahissantes et néfastes, ou est-ce qu'elles peuvent être parfois bénéfiques? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une introduction délibérée puisse être utile? Alors, bah, je pense que c'est pour moi. Alors en fait, la définition d'espèce exotique envahissante, c'est une définition juridique. Espèce exotique, c'est-à-dire qui ne vient pas du territoire français. Et envahissante, ça veut dire qui cause des torts. Donc en fait, il existe des espèces exotiques qui ne sont pas néfastes. Et à ce moment-là, elles ne sont pas dites envahissantes. Alors c'est un terme juridique, du coup, espèce exotique envahissante, je le comprends, hein, qui est pas du tout clair. Les juristes aiment bien avoir des termes pas clairs. Mais voilà. Il y en a plein, hein. La petite bête, le petit parasitoïde que je vous ai montré sortir d'un puceron est une espèce exotique. Ça vient d'Amérique du Nord, qui a été introduite. On ne sait pas trop comment, mais qui a été introduite. Euh, Après, une introduction délibérée peut-elle être utile? On a fait des introductions qui sont utiles. Le mouton, bon, ça remonte il y a très très longtemps, mais le mouton n'existait pas en Europe de l'Ouest, hein. Euh, Donc, on en a fait. Par contre, les expériences qu'on voit, c'est qu'en général, quand on introduit une bestiole, ça se passe mal. Dans 90% des cas, voire 99% des cas, surtout si la bestiole est petite. Donc, plus c'est petit, plus ça se reproduit vite, plus c'est incontrôlable. Ça se passe souvent très mal, hein. L'écrevisse, toutes les écrevisses, il y a 12 ou 13 espèces d'écrevisses envahissantes en France pour 3, je crois, endémiques. Elles ont toutes été introduites pour faire de l'élevage. Elles sont toutes parties dans la nature à détruire tout le monde. On peut prendre l'armoise, hein, qui vient de graines qui viennent d'ailleurs. On peut prendre la moule, pas la moule, l'huître. L'huître qu'on mange actuellement, c'est une huître japonaise parce qu'on avait décimé l'huître européenne. Et puis là, l'huître, du coup, on a fait un seul clone. L'huître japonaise est en train de détruire des pans d'endroits où il y avait des moules sur des bancs de sable. L'huître prend la place. Et là, ce qui se passe, c'est que l'huître est en train de disparaître aussi parce qu'il y a un nouveau virus qui est arrivé et on est en train de réfléchir d'introduire une troisième espèce d'huître. Enfin, au bout d'un moment, il faut qu'on apprenne de ses erreurs. Donc, moi, je dis une introduction délibérée peut être utile, peut-être, mais on a tellement de chances qu'au bout d'un moment, elle soit plus du tout utile et qu'elle se retourne contre nous que faut mieux éviter, quoi. Si on peut faire autrement, faut faire autrement.
Voilà, je me permets de me donner la parole puisque je l'ai. Je vous remercie tous les deux. Et Otto a cité Bernard Charbonneau. Bernard Charbonneau, effectivement, euh, n'était pas chrétien il a passé son temps à lire la Bible et il disait les chrétiens sont responsables par leur mode de vie de ce qui nous arrive, mais en même temps, il y a dans la Bible et notamment dans les paroles de Jésus tous les outils pour que les chrétiens soient aussi l'antidote. Et les paroles des évangiles rappelés par Otto sont évidemment dans la bouche de mis par les évangélistes dans la bouche de Jésus. Et donc, c'est comment est-ce que, en tant que chrétien, on part dans une dynamique de puissance, débridée, et un imaginaire de puissance, ou au contraire, comment, en tant que chrétien, effectivement, on incarne un imaginaire de non-puissance ou d'auto-limitation. Et voilà, donc ça, c'est un vrai débat qui, voilà, qui a habité l'œuvre de Bernard Charbonneau pendant toute sa vie. Mais voilà, est-ce que quelqu'un aurait envie de poser une question?